Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast est soutenu par cocorico.com, le site d'emploi leader spécialisé hôtellerie-restauration, où vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité. Il collabore tout aussi bien avec des établissements étoilés, en passant par les groupes hôteliers, les franchisés, mais aussi les établissements indépendants comme les brasseries et petits bistrots du coin. Et dans le cadre de ce podcast, vous avez droit à 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Passion sans modération explore les métiers du goût, du vivant et de l'hospitalité à travers celles et ceux qui les incarnent. Mon podcast met en lumière des artisans, producteurs, créateurs, chefs ou entrepreneurs engagés, tous animés par une même volonté. Défendre le sens, la qualité, le savoir-faire et le respect du produit. Il questionne les trajectoires, les convictions et les gestes qui transforment notre manière de cuisiner, de consommer et de comprendre le monde alimentaire d'aujourd'hui. Passion sans modération, c'est un lieu de rencontre avec vous, pour vous, des univers différents, des sensibilités uniques, réunies par l'envie de se nourrir mutuellement, humainement et émotionnellement. Bienvenue ici aujourd'hui avec mes invités du jour, Marie-Louise Tiki, étondée normand, sommelière et maître d'hôtel de formation. Auteure et entrepreneur, elle est la fondatrice de Terre, Afrique et Millésime. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Virginie. Nathalie Barrère, présidente et directrice commerciale de la marque Perle de Gascogne, une entreprise familiale française située dans le Lot-et-Garonne, et j'adore son accent. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Eva Bechemin, elle a repris la marque Canne à Sucre en 2020, une société artisanale qui transforme le sucre de canne pour accompagner les boissons chaudes avec une touche d'esthétisme et de poésie. Bonjour Eva. Bonjour Virginie. Et Charlotte Ancelin, avec sa cousine, elle a fondé la maison Bocquet autour d'une idée simple mais forte, faire des liqueurs de caractère vivantes et profondément modernes. Bonjour Charlotte. Bonjour Virginie. Alors Charlotte, je te garde. Qu'est-ce qui t'a donné envie, ou vous a donné envie, à vous, deux cousines, de vous lancer ensemble dans cette belle aventure des spiritueux ? Avec Victoire, donc on s'est lancé il y a 4 ans dans cette aventure, parce qu'en fait, on a toujours entendu parler des histoires de liqueurs de notre arrière-grand-mère, qui faisait à l'époque, à la ferme, comme tout le monde, ces liqueurs avec les vieux fruits passés de l'année. On mettait donc ces vieux fruits dans une dame Jeanne avec de l'alcool qu'on laissait macérer. Et puis à Noël, on avait ce qu'on appelait la liqueur de vieux garçon, où tout le monde avait le droit à sa petite part de liqueur. Et même les enfants avaient le droit à leur petit sucre avec un peu de liqueur. Et donc en fait, pendant le confinement, on s'est retrouvés où on a fait pas mal d'apéros. Et en visio ? Non, parce qu'on habite vraiment à côté. Et on s'est rendu compte qu'on avait finalement le choix entre soit des bières, du vin ou des bulles, ou tout de suite on passait sur des spiritueux qui étaient beaucoup plus forts. Et en fait, les intermédiaires entre ces alcools-là étaient pour nous soit beaucoup trop sucrés, soit pas toujours très bien faits, ou alors on était obligé de les boire qu'en cocktail. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais nous, on a envie d'avoir des alcools qui soient gourmands, pas toujours trop sucrés, bien faits. Et en fait, on s'est dit, en entendant parler des histoires de notre arrière-grand-mère, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire avec la liqueur, mais il faut qu'on la retravaille avec beaucoup plus de fruits, de manière gourmande, et qu'on puisse à la fois la boire pure, donc ça veut dire réduire le sucre, ou en cocktail si on a envie de se faire un cocktail. En fait, en fonction du moment, on a envie de se dire, là j'ai envie pur, j'ai envie d'un petit cocktail, et que notre alcool s'adapte au moment. Exactement. En fait. Et avec ta cousine, du coup, le projet s'est mis en place assez vite ? Ouais, on s'est lancé assez vite là-dedans, mais on a surtout fait beaucoup de recherche et développppement pour pouvoir trouver la recette qui nous convenait, parce que c'est d'abord des alcools que nous, on veut boire, mais après, il faut aussi que ça convienne finalement, que ça s'élargisse autre que nous deux. Donc après, on fait nos tests avec la famille, les professionnels, nos amis, mais oui, une recette, on met minimum 10 mois à la sortir, ouais. Donc là, il y a combien de recettes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a 4. On en a 3 qui sont à l'année. Et après, on en a une en série hyper limitée, où on sort entre 50 et 80 bouteilles par an.
Qu'est-ce qui fait qu'elle est illimitée, cette série ? Limitée. Ah, limitée, pardon. Non, elle est Pardon, limitée parce qu'en fait, on travaille avec de la prunelle sauvage, mais on travaille pas seulement avec le noyau, comme beaucoup le font aujourd'hui. On travaille avec la chair et le noyau. Et du coup, pour ça, on va vraiment cueillir nos fruits en bordure de champs. Parce que moi, mon papa est agriculteur, donc on a des pruneliers. Et après, on a aussi planté nos propres pruneliers. Et qui grandissent tout doucement. Donc on en aura de plus en plus. Mais là, pour l'instant, ça se limite. Enfin, c'est très, très limité. Et on va tout cueillir, ça nous prend un temps phénoménal. Et la macération est très, très longue aussi. Combien de temps ? En gros, c'est minimum 6 mois. Effectivement, Voilà. il faut être patient. Ouais, pour la prunelle, il faut être très patient. Et puis, il faut être aux aguets quand elle sort, surtout. Parce qu'elle part en un mois, même pas. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, on parle du fruit, de l'éloge du fruit. Moi, j'ai envie qu'on bascule vers le raisin. Donc, Marie-Louise, est-ce que toi, tu peux nous raconter ton tout premier souvenir lié au vin ? Alors, mon premier souvenir lié au vin, je dirais la première visite au nœud touristique. Parce que j'ai vraiment atterri dans le monde du vin par pur hasard. C'est toujours le meilleur, ça. Voilà. Un déménagement familial à Libourne. Donc, je me suis installée à Pomerol, dans les vignes de Pomerol. Et quand je déposais mes enfants à l'école, j'allais visiter les châteaux. D'où mon amour pour le monde du vin. Donc j'ai visité le château Penin de Patrick Carteron et je suis tombée amoureuse de la vigne. Et j'ai pris des cours, j'ai pris des formations sur la partie vin. Et ça, c'était en quelle année ? Ah, c'était en 2017. 2017, début 2016-2017. Et à partir de quand tu as décidé de créer quelque chose ? À partir de quand tu as voulu fonder Terre d'Afrique ? Alors, Terre d'Afrique, c'est vraiment la continuité d'African Food & Wine. Parce que la première société a été créée à Bordeaux, où j'ai travaillé avec beaucoup de grands chefs à Bordeaux. J'ai travaillé dans les grands châteaux. Et j'ai fait des gros événements à la Cité des Vins de Bordeaux. Où vraiment, c'est la continuité de la société qui a été arrêtée pendant le Covid. Le fameux, on n'arrête pas d'en parler à chaque fois. Il est toujours là, toujours là, voilà. Et quelle est la mission du coup de Terre d'Afrique ? Ta vocation autour du vin et ton engagement ? Mon engagement autour du vin, c'est, on va dire, c'est assez atypique. Moi, le vin, je le vis comme une transmission. Je le vis comme une transmission. J'ai eu la chance d'être accompagnée par des pairs qui m'ont tenu la main. Et aujourd'hui, mon but à moi, c'est de pouvoir tenir la main aux jeunes qui sont complètement désaxés, qui sont en recherche, pour les accompagner dans le monde du vin, de la gastronomie, puisque c'est un monde qui est aujourd'hui encore un petit peu fermé. Et voilà, je suis plus dans la transmission aujourd'hui. Et comment ça se manifeste finalement avec cette vocation entrepreneuriale, parce que du coup, tu es à la tête de ton entreprise, et comment tu t'agences à la fois ton amour pour le vin, ta démarche entrepreneuriale, le business, les projets ? Je te dirais que c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que au niveau des projets, je suis formatrice. À côté de ça, j'ai une association qui aide les jeunes à la réinsertion scolaire. Donc, j'essaye de joindre les deux pour, on va dire, pour amener vers la transmission, en fait. Donc, l'entrepreneurial plus la partie associative amène vraiment vers ce créneau-là. Ok, on reviendra parce que tu as un projet en attente. En attente, ouais. Nathalie, alors, qu'est-ce qui a été, toi, le déclencheur à l'origine de Perles de Gascogne ? Raconte-nous toute l'histoire. Le déclencheur, il faut remonter il y a quelques années de ça, c'est que moi, après mon BTS, donc déjà, on est une exploitation agricole, 100% noisettes. Donc, on a des hectares de noisetiers. Et moi, j'ai fait des études agricoles après commerce et je suis revenue sur l'exploitation en voulant rajouter une activité commerciale. Donc là, on est dans les années 95. Ça date un peu. Et donc, j'ai lancé l'huile de noisette. Et donc, avec mon père, on est parti sur des salons gastronomiques à travers la France entière. Et un jour, mon père, il voit, on est en plein cœur du Lot-et-Garonne, donc producteur des pruneaux d'Agen. Il voit des noyaux, il se dit, tiens, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose avec l'amande qui est à l'intérieur. Et d'un pourquoi pas, l'aventure est partie.
c'est qu'on a cassé les noyaux et c'est avéré qu'à l'intérieur, il y avait une amande et en pressant, on a fait une huile extraordinaire. Et c'est l'aventure, elle a vraiment commencé là. En 2001, on a eu le Novel Food, donc autorisation européenne de la mise sur le marché au niveau alimentaire. Donc création Perles de Gascogne en 2001. Et donc, voilà, ça a continué comme ça. Moi, j'étais trop jeune, je suis partie vers d'autres horizons. Toujours en off à aider, à être là, mais j'avais besoin de m'envoler pour exister par moi-même, faire d'autres expériences. Je savais qu'un jour, j'ai fait un partir pour mieux revenir. Et un jour, je reviendrai. C'est ce que j'ai fait en 2008, quand mon père est parti à la retraite. Je me suis associée avec mon beau-frère. Et donc, on a repris l'exploitation agricole plus Perles de Gascogne. Et après, on y rajoute chacun, on rajoute nos éléments, c'est-à-dire qu'on a lancé d'autres huiles, l'huile d'amande de pruneau bio. Qui est extraordinaire. C'est it's amazing. Non, vraiment. En fait, c'est l'huile d'amande de pruneau, on est les seuls au monde à la faire. On est un des pionniers de l'économie circulaire. Voilà, on parle de l'économie circulaire, mais nous, on n'a pas attendu que les autres le fassent pour le faire. On est un des premiers à l'avoir fait, sans savoir, en fait. Elle a un goût d'amande amère, de frangipane, elle est toute en douceur. Sur une crêpe, c'est waouh. Alors Virginie, c'est pas toi que je vais apprendre à m'en servir parce que tu es une experte. Mais même en salé, voilà, dans salé une aussi. vinaigrette, avec du foie gras. Avec un poisson vapeur aussi, juste citron, petit peu de citron, simple et efficace. En fait, c'est la signature d'un plat. Mon huile de noisette aussi, régulièrement primée par l'AFPA. Nous, on fait pas la quantité, on fait la qualité et voilà. Donc, oui, l'exigence. On sent aussi que c'est très exigeant. Alors, tu parles de l'AFPA, donc l'AVPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette reconnaissance? Et ça fait combien de temps que tu passes les concours? Moi, je fais partie du jury aussi de dégustation parce qu'il y a un jury technique et il y a un jury gastronomique. Et donc, j'ai eu l'occasion, c'est là aussi où je t'ai découverte. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, cette visibilité? Depuis, déjà, première question, on a concouru pour la première fois en 2018. C'est l'année où on a lancé notre unité de fabrication. Avant, on faisait sous-traiter. Donc là, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut vraiment voir. Puis c'était vraiment, ça avait du sens. On lance les premières huiles qui coulent de notre presse. Et donc, on a été primé médaille d'or direct. Donc ça, c'était... Bravo. Et puis, c'est aussi super motivant pour l'équipe entière. Chacun œuvre de son... On est 6 dans l'entreprise, donc chacun œuvre pour arriver à l'excellence. Donc, c'est la reconnaissance de tout le monde, de tous. Et donc, l'AFPA, c'est une reconnaissance exigeante parce qu'en fait, les jurys sont des professionnels du goût. C'est à l'aveugle. Et ça permet de se jauger et au-delà, voilà, la récompense pour toute l'équipe aussi. Et puis, ça permet de prouver ce qu'on dit. On dit qu'on fait du bon produit, mais c'est la preuve. Voilà. Et nous, on travaille avec des grands chefs, avec Saran, Ducasse, Trois Gros, Pic, Saran, etc., avec Virginie. Ah non, mais alors je me compare pas à Anne-Sophie. Non, mais c'est pas une question de comparaison, c'est une question d'amour des produits et d'amour du goût. On fait partie du Collège culinaire de France aussi, c'est aussi notre visibilité, où là, on a les chefs devant nous et on a les waouh de suite, direct, sans passer un off. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est déjà très beau ce que tu dis. Oui, c'est ça, l'amour du travail bien fait. Et c'est tellement beaucoup d'engagement que quand tu sais que ça touche en face les gens qui attendent aussi d'avoir de l'émotion dans ce que tu fais. Mais c'est vrai que tes huiles, elles transmettent de l'émotion. Moi, j'adore quand dans le waouh de chef, le waouh de... Quand je vois les expressions, en fait, c'est waouh. C'est, voilà, ça fait plaisir. Bravo, merci beaucoup. Eva, oui. Alors, on passe au sucre. Oui. Alors, quel a été ton parcours, toi, avant Canne à sucre? Alors, mon parcours, en fait, j'étais salariée pendant une vingtaine d'années et j'occupais des fonctions marketing, plutôt développement produit, donc dans des secteurs d'activité très différents, puisque j'ai commencé par les cosmétiques, ensuite l'alimentation pour poissons d'aquarium, qui n'a rien à voir, un petit peu d'industrie et dans l'univers de la sécurité. Avec toujours un point commun, c'est que je travaillais sur le développement produit. Et voilà, et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, en fait, c'était créer des choses. C'est pour ça que l'industrie, d'ailleurs, m'avait moins intéressée, parce qu'il y avait moins de choses à créer. Et alors après, comment on arrive à Canne à sucre? Alors, comment on arrive à Canne à sucre? Ça fait 5 ans, je crois. Ouais, ça fait 5 ans. On a repris
en plein pendant le Covid, en juin 2020. Troisième fois, c'est le mot-clé. Hein. Voilà. En fait, au cours de mes expériences professionnelles, j'ai rencontré une amie, Brigitte. Il y a à peu près une dizaine d'années, on a eu envie de créer quelque chose ensemble, de ne plus être salarié, mais voilà, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et en fait, on ne se sentait pas de créer quelque chose. Donc, on s'est plutôt orienté sur la reprise d'entreprise. Et on a regardé un petit peu tous les secteurs d'activité qu'on avait en commun, pour pas qu'il y en ait une qui soit lésée par rapport à l'autre. Et on a défini que tout ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui était beau ou bon. Voilà. Et donc, on a cherché différentes entreprises. Donc, on a visité une broderie, de l'ébénisterie d'art. Et puis, un jour est arrivé par la Chambre de commerce de Paris le dossier canne à sucre. Et là, c'était un peu la révélation, parce que c'était l'alliance du beau et du bon. Exactement. Donc, voilà comment on est arrivé ici. Et 5 ans après, c'est quoi canne à sucre toutes les deux ? C'est quoi canne à sucre toutes les deux ? En fait, c'est une super aventure. C'est un ascenseur émotionnel quasiment tous les jours. Oh, je crois qu'on connaît. Mais non, c'est une chouette aventure. C'est une marque qui a été créée en 1992, donc qui est pas récente, hein, qui a quand même une histoire, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. Et en fait, on est arrivé à un moment où la marque commençait à s'essouffler. Parce qu'en fait, son créateur était décédé 2 ans auparavant, et voilà, et on sentait que, lui était l'âme de canne à sucre, et la marque souffrait de sa disparition. Et du coup, nous, on est arrivé en redonnant un coup de pouce à la marque, à la fois à travers des nouveaux modèles de sucre, du développement commercial. On a refait toute la charte graphique, tout le site internet, vraiment redynamiser la marque sur les différents marchés sur lesquels elle travaille. Alors, sur la table, on a 2 produits. Tu peux nous les décrire ? Tout à fait. Alors, je vous ai ramené les 2 produits phares de canne à sucre. Il y en a plus. Il y en a 3 en vrai. Moi, je vous en ai ramené 2 aujourd'hui. À la bonne heure. Donc, à la bonne heure, sont des sucres en forme de théière, avec 2 modèles, en fait, dans chaque boîte. C'est trop mignon. 2 modèles de théière. Ça, c'est vraiment une de nos meilleures ventes. Et ensuite, l'envie en rose, avec des magnifiques roses. Je cherche une couleur. Une rose. Voilà, une rose. Et puis après, notre 3e meilleure vente, ça va être tout ce qui est liqueur, qui se vendent vraiment très très bien. Et quand on est à Paris, on a des sucres plus brandés parisiens, avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, qui cartonnent vraiment quand on est à la grande épicerie, au Galeries Lafayette Gourmet. Ouais, c'est ça, j'allais poser la question de la distribution, donc vous êtes assez visible. Oui. Donc visible et en même temps confidentiel, c'est-à-dire que canne à sucre, c'est de l'achat d'impulsion. C'est-à-dire qu'en général, on ne sait pas que le sucre moulé existe, et c'est parce qu'on le voit qu'on se dit tiens, ça c'est sympa, je vais le prendre, c'est le petit cadeau original. Et c'est aussi quand on reçoit du monde et qu'on veut faire une jolie table, eh bien jusqu'au café, on va apporter une touche d'esthétisme avec des jolis sucres. C'est très joli. Merci beaucoup, Eva. Charlotte, alors comment toi tu arrives, parce que tu es jeune, quel âge a ta cousine ? Victor a 37 ans et moi j'ai 30 ans. Ouais, donc vous êtes jeune, et comment tu arrives à concilier du coup l'héritage familial et en même temps cette créativité, cette modernité féminine de jeunesse ? Que tout fonctionne. En fait, l'avantage, c'est qu'on parle d'héritage, mais les recettes de notre arrière-grand-mère, on les a jamais eues. Donc, on n'a jamais été prisonnière de tout ça. Ce qui était important. Nous, on a évolué toutes les deux. Donc, moi, mon papa est agriculteur et Victor a toujours évolué proche de ce secteur-là aussi. On a toujours entendu parler du fait, et ça fait partie même de nos traditions, de notre mode de vie, de bien manger, de faire attention à ce qu'on boit. Et en fait, c'était aussi une manière pour nous, en créant des liqueurs, de se dire, il faut qu'on arrive à mettre autant finalement l'héritage de Thérèse avec tous ces moments passés hyper conviviaux. Donc parce Thérèse, Thérèse qui est juste là, qui est notre arrière-grand-mère. Et en fait, où elle, on a toujours entendu parler de ces moments de rassemblements familiaux, de partage.
Et finalement, notre vie actuelle, qui est aussi hyper ancrée dans le monde agricole, et avec tout ce que ça véhicule comme valeur. Donc, et après, en termes de créativité, nos recettes, c'est quelque chose qu'on a envie de boire nous. On les a d'abord créées pour nous, pour nos moments de famille, d'apéro, de tout ça, quoi. Ouais, c'est une vraie philosophie, du coup, qui se transmet aussi de génération en génération. Et toute la famille vous suit ? Ouais, on a eu des petits... Ça a été pas toujours... nos familles proches nous ont toujours suivis, hyper accompagnés. C'est nos premiers fans et nos premiers testeurs. Donc voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours un côté où le fait d'avoir mis... Parce qu'on utilise effectivement les prénoms de nos arrière-grands-parents, mais on utilise aussi leur visage, parce que c'est vraiment leurs photos qu'on a mis sur nos bouteilles. Donc c'est vrai que ça fait un peu débat au début, mais aujourd'hui, non, tout le monde est vraiment derrière nous, nous soutient, et en fait, trouve ça super chouette. Ouais, et puis c'est hyper atypique. Ça, c'est, pour le coup, c'était un parti pris de se dire on fait quelque chose de différent, dans le sens où, en fait, déjà, on est deux femmes dans un milieu d'hommes. La liqueur, c'est quand même un alcool qui est pas très sexy aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, en tout cas dans la tête des gens. Et on s'est dit, mais comment on arrive sur un marché où il y a déjà des très grands noms de liqueurs qui existent, en ayant quelque chose qui casse un peu les codes, autre que juste notre recette. Et il fallait aussi qu'on arrive à se démarquer par la bouteille. C'est pour ça qu'on a choisi un format carré. Bon, et en l'occurrence, c'était aussi pour des raisons un peu plus écologiques, parce que ça prend moins de place dans un carton. Mais on a fait le choix d'une bouteille carrée, d'une étiquette en coin, d'avoir des couleurs très pop, qui soient très visibles. Voilà. Paris réussi. On va déguster après. Avec J'ai hâte. J'ai hâte. Marie-Louise, alors toi, tu es sur le point de lancer une campagne Ulule pour concrétiser un projet d'envergure, je crois, sur plusieurs années. Donc, comment on peut te soutenir et dis-nous de quoi il en retourne. Alors, oui, je sens les heures de sommeil. On se parle, je le sais. ouais. Là, je suis sur un projet, c'est un projet de 18 ans. 18 ans de réflexion, 18 ans de formation, 18 ans dans le monde du vin et de la gastronomie. Là, je suis sur le point de mettre sur pied la première... je ne dirais pas c'est pas une cave, hein. C'est pas une cave à vin. C'est plutôt un lieu d'apprentissage où, que ce soit les vignerons, les sommeliers, les chefs, vont venir accompagner les jeunes dans l'apprentissage. Donc ouais, je suis en train de monter le projet Ulule là, pour pouvoir lever les fonds pour la première pierre. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Tu sais combien? Oui, on sait. Donc l'école se trouverait où? Parce que tu as déjà le à lieu. Versailles, le lieu. À Versailles, pas très loin de l'office de tourisme, pas très loin de la mairie de Versailles, en fait, dans le centre de Versailles. C'est vraiment une chance immense d'avoir ce lieu-là qui est vraiment bien centré. C'est vraiment une chance. On te souhaite le meilleur. Je te sens. Non, mais on va y arriver. Hein, on va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. On va y arriver. Mais oui, puis tu es très entourée. Oui, je suis entourée. Tu es très entourée, tu es très soutenue. Oui, je suis très soutenue. Avec le milieu. Voilà, avec le milieu, avec la CCI de Versailles qui m'accompagne dans ce projet-là, avec les amis sommeliers, avec Virginie, J'essaye. qui me soutient beaucoup. Oui, c'est un projet vraiment que je veux mettre en place pour cette passerelle. C'est important de transmettre. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans ce sillon-là. Merci. Nathalie. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les coulisses et les étapes clés de la fabrication d'une huile? Qu'on puisse se représenter le travail. Les coulisses, déjà, on a deux types de produits. Donc, on a l'huile d'amande de pruneau qui est issue de l'économie circulaire. Donc, il faut 100 kg de noyaux pour faire 1 kg d'huile. Et donc, on récupère les noyaux des transformateurs, des pruneaux dénoyautés. Il faut les laver, les sécher, les casser. Et ensuite, on fait l'huile. Avec des analyses, on presse doucement, pression à froid. Ça, c'est commun à toutes nos huiles. Et après, il y a les graines qu'on achète, que ce soit le chanvre, la cameline, la courge, la cartame, la coriandre, le chia français. Tout est français, local. Et là, on analyse les graines avant de les acheter. Si les analyses ne correspondent pas à nos cahiers des charges, on n'achète pas les graines. On les achète à des producteurs
directement. Donc, on part à un moment donné, c'est comme en cuisine, on ne fait pas de miracle si la matière première est dérobée. Et puis après, on presse doucement, à première pression à froid. On fait des analyses, puisque nos clients majoritaires sont aussi la cosmétique. C'est pour ça que quand tu disais cosmétique, on travaille avec les chefs et avec la cosmétique. Donc après, on ne conditionne que sur demande. On va prendre une bouteille pour les épiceries aussi. Mais doucement, en fait, on est aussi agriculteur, donc on sait très bien qu'on ne peut pas forcer la nature. Et il faut mieux qu'un client attende, mais qu'on ne va pas déroger à la qualité. Nous, on est vraiment axé qualité, on est sur le RSE, le respect de l'environnement. On produit propre, nos eaux de lavage sont récupérées, ça part au méthaniseur. On ne cherche pas la quantité, on fait la qualité. Et donc, ça se sent après dans nos huiles. On fait la différence, c'est sûr qu'on ne va pas être dans le prix par rapport à d'autres producteurs. Mais en fait, nos clients commencent à être connus dans le monde de la cosmétique, puisque c'est quand même le plus gros, mais même les chefs. Voilà, on sait, les gens qui viennent nous voir savent pourquoi ils viennent nous voir. C'est quoi, grosso modo, les prix ? Après, ça va varier. On part de conditionnement. On part de 1 kg à des fûts de 800 kg selon les huiles, donc, et des bouteilles de 10 centilitres. Donc là, les prix, c'est variable en fonction de l'huile aussi, du conditionnement. Mais, donc voilà. Par exemple, une bouteille d'huile d'1 litre, pardon. Alors, c'est des bouteilles d'un 10 centilitres et 25 centilitres. Ah oui, c'est les petites. Voilà, c'est des petites. Et là, on est à... TTC, la bouteille d'amande, on est à 19 €, 25 centilitres, sachant qu'une même bouteille, on va pouvoir faire la pâtisserie, la cuisine. On en sort un peu, on met dans un petit flacon dans la salle de bain et on va se la mettre le matin et le soir pour se nourrir la peau, puisqu'elle est très bien pour les peaux sèches, très sèches, matures et atopiques. Mais c'est vrai qu'en plus, elle est tellement puissante qu'en fait, tu te dis c'est une petite bouteille, donc du coup, elle part vite et c'est cher, mais en fait, tu mets une goutte. Une bouteille, on a 2 produits. C'est un arôme, c'est un parfum alimentaire. On parle d'une huile végétale parce que techniquement c'est une huile végétale, mais dans l'utilisation, ça remplace un parfum. Ça va remplacer l'arôme artificiel d'amande amère. C'est ça. Sauf qu'on reste sur une huile végétale avec des bienfaits oméga 9, vitamine E, donc antioxydants. Et c'est ça qui crée aussi, c'est un vrai parfum. Sans inconvénient du parfum, il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas. On est dans de l'eau. Ouais, c'est la signature en fait. On a des huiles signature. Ah ouais, là, je t'écoute, je le sens en fait. C'est dingue. Hein. Je l'ai utilisé en plus avant-hier. Mais non, mais c'est incroyable. Avec vraiment. des huiles, la noisette et l'amande de pruneau, j'ai quand même réussi à sortir les larmes d'un grand chef pâtissier. C'est le chef pâtissier du Crillon quand même. D'accord, juste. L'huile de noisette, c'était avec le Collège culinaire de France, il a goûté et là. Et en fait, il a l'émotion qui lui est remontée de la noisette de sa grand-mère. Je repense à toi avec tes eaux de vie. Et là, je me dis waouh. Ou alors un autre chef j'avais fait une dégustation, c'était Place Vendôme. Et donc, et là, il arrive, il déguste la noisette, il me fait mais vous étiez où toutes ces années quoi. Oh, c'est beau. Et ça fait du bien parce que on se dit on continue, on est sur le bon chemin et on ne fera pas de qualité en dessous de ce qu'on fait. C'est très beau. Merci pour ce message. Eva, alors toi, tu es donc dans le sucre. On a une tendance autour du sans sucre, de se détacher de tout ça, du danger du sucre. Comment vous arrivez à vous positionner, vous, par rapport à cette démarche contemporaine de diabolisation du sucre? Tout à fait. Le sucre est diabolisé depuis quelques années. Et alors, il y a quelque chose déjà d'important à savoir sur le sucre, c'est que le sucre, en tant que tel, n'est pas un produit gourmand. C'est pas du chocolat, c'est pas de l'huile de noisette, il y a pas de goût. En revanche, le sucre, c'est comme le gras, c'est comme le sel, c'est un exhausteur de goût. S'il n'y avait pas de sucre, la vie serait plutôt triste. faut quand même le dire. Alors effectivement, aujourd'hui, la communication est très, diabolise le sucre. Nous, ça se ressent dans nos créations, c'est-à-dire que, par exemple, à l'origine, un sucre, quand on va au café, un cube, c'est 4 grammes. Effectivement, les premiers sucres de canne à sucre faisaient 4 grammes. Et aujourd'hui, on travaille des modèles qui sont de plus en plus légers, justement pour permettre de se faire plaisir sans que ça devienne un problème.
L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, préconise 25 grammes de sucre par jour. Un sucre là, comme les théières que vous avez, ça fait 2,6 grammes. Donc ça laisse voir les possibilités. Donc nous, on est plutôt sur une consommation raisonnée. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de mal, c'est tous les sucres cachés qu'on va consommer à son insu. Transformé. Et surtout caché, en fait, on ne sait pas, quand on prend un plat préparé ou une boisson gazeuse, qu'en fait, il y a énormément de sucre. Donc nous, on est plutôt sur ce joli sucre qu'on va mettre en pleine conscience dans son thé, dans son café, pour moduler l'amertume, en fait, ce qu'on souhaite en avoir. Et donc avec un côté esthétique. Donc on est plutôt sur ce côté de se faire plaisir sans se faire de mal. Voilà. Très bien, je valide totalement le discours. Charlotte, alors comment vous travaillez, vous, avec la sphère de la gastronomie, les bartenders, les mixologues? Est-ce que vous avez des partenariats, des gens qui mettent en valeur vos liqueurs dans des recettes, qui les utilisent, qui les subliment? Et je pense que ça va être le moment de la dégustation. J'ai très envie de goûter. Nous, on travaille plus avec des mixologues, en direct, entre guillemets, où là, le but est toujours d'être à l'écoute, de les accompagner s'ils ont besoin de nous pour leur création. Maintenant, ça reste pas notre métier. Moi, la mixologie, c'est pas du tout mon métier. En revanche, on essaie de transmettre au maximum, finalement, l'ADN de Maison Bocquet, qui va rester la priorité au goût et au peu de sucre, c'est-à-dire quand on va faire un cocktail, l'objectif c'est pas d'avoir le goût un peu pâteux du sucre qui reste dans la bouche et cette sensation de satiété qui est atteinte. Ça va vraiment être de dire ça vient accompagner notre apéritif et on va pouvoir continuer de boire, continuer de manger sans se dire en fait c'est bon, j'ai pris mon cocktail là. J'en peux plus, quoi. C'est vrai que là, il y a un gros travail qui est fait de plus en plus sur d'enlever le sucre et de garder l'essentiel, parce que c'est vrai que les cocktails, les sirops, tout ça, c'est hyper sucré. En fait, je pense que le sucre n'est pas forcément mauvais. Il faut juste qu'il soit bien dosé. Oui, c'est ça. Et de pas avoir et qu'il vienne accompagner et pas substituer un goût ou un arôme. Par exemple, nous on le voit beaucoup dans les limoncello. Le fait en général, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour casser entre guillemets l'astringence d'un citron, on vient le faire en ajoutant énormément de sucre pour que ça devienne plus doux et que ce soit entre guillemets plus facile à boire. Et nous, le fait de travailler tout en assemblage, là on vient donc notre citron, ça va être du citron, on vient de travailler avec du coing, de la sauge et de la vanille, et en fait c'est le coing qui vient justement apporter ce côté plus rond, plus mielleux, et du coup on va jouer naturellement déjà avec le sucre du fruit, et ce qui nous permet après de réduire considérablement le sucre ajouté, parce que pour la liqueur, on est obligé d'avoir minimum 100 grammes ajoutés. Et nous, on va tourner en moyenne autour de 115, 120 grand max, quoi. De la sauge? Ouais. Je vais goûter. Ouais. On y va. Faudra peut-être finir quand même par celle-ci, parce que... Ah, ok. Alors, vas-y, raconte-nous, fais-nous le parcours. Alors, qui sont ces... Déjà, donc il y a une femme et 2 hommes. Oui, la femme c'est Thérèse, donc c'est notre arrière-grand-mère et c'est elle qui nous a un peu soufflé finalement notre projet, parce que c'est elle qui faisait sa liqueur à l'époque dans la ferme. Et donc Thérèse, en fait, on a donc ça va être une liqueur à dominante de framboise avec du cassis, du romarin et du citron vert. Et le but c'est vraiment de pouvoir soit les boire purs, soit si on veut faire un cocktail, on peut le faire. Et sinon, en accompagnement, à Noël, on l'a fait pas mal avec le foie gras, dans les mousses au chocolat, les plateaux de fromage. Voilà. Bon, on y va? Allez, moi je goûte. Ah, tu prends les petits... Ah super. Petit gobelet, tout est prévu, c'est très bien. Ça aussi, il y a toujours la partie dégustation qui est cool. Donc on a Thérèse. Alors on va goûter déjà Alors, donc Thérèse toute rouge. Ah ouais, non. Qui a décidé le packaging? Qui a dessiné, le packaging? Nous, on travaille avec donc des amis de la famille qui s'appellent Marie-Laure et Christa, qui sont en fait graphistes. Et l'idée, c'était vraiment c'est hyper moderne. De pouvoir mettre en avant nos arrière-grands-parents. Et à la fois, sur les étiquettes, on retrouve à chaque fois tous les ingrédients qu'il y a dans la bouteille. Donc au nez, ça va avoir un effet très confituré. Ouais. Et en bouche, on va vraiment... Nous, on aime bien travailler un peu avec les acides et un peu les amers. L'idée, c'est de pouvoir continuer de boire, continuer de manger. Et vous verrez, ça vient faire saliver en général.
C'est combien, du coup, à 26? Là, on va être à 26 sur la framboise en degrés, ouais. Ah, c'est hyper bon. Oh là là, c'est bon. Ça. Oh, c'est hyper bon. Ben, merci. Et avec Victor, on crée du coup toutes nos recettes que toutes les deux. On travaille pas du tout avec un labo, enfin d'autres artisans. C'est vraiment, c'est sorti de notre deux têtes, quoi. Canon. C'est super bon. Ah ouais, c'est super bon. ASMR, toujours. Là, on est sur l'ASMR. C'est terrible. Vous voulez continuer avec les autres? Bah oui, on y va. On y va. Là, on va être du coup sur Bernard. C'est notre dernière. Bonjour Bernard. C'est notre dernière recette. Ça va être une dominante d'abricot avec de la mirabelle, l'amande de l'abricot et du romarin. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'esprit de la tarte à l'abricot aux amandes. Très très long. Et il est 11h15. Bienvenue dans Passion sans modération. Merci. Ça va te rappeler quelque chose, C'est Nathalie. très équilibré, très très équilibré, même au niveau du taux de sucre, taux d'alcool. C'est hyper maîtrisé. Ouais, Hein. très maîtrisé. Ouais. Et l'amande. Oh là là. Ça avec une galette des rois. Ouais, et même, nous, on l'a Excellent. on l'a vraiment redécouvert avec ce côté même enquille royale avec du champagne. Ouais, ça fait un peu comme un Bellini finalement. Le foie gras, ça marche très bien aussi. Et moi, j'avoue que j'avais jamais. Facilement, on se dit les fruits rouges, mais en fait, ça marche très bien. Et après, tout ce qui est même. Le chocolat, les fromages, tout ça, c'est pareil. En fait, la framboise et l'abricot, pour le coup, je pensais pas, mais c'est assez similaire en termes d'accompagnement, notamment. Non, mais tu vois, moi, je pensais aussi de poncher les biscuits pour un tiramisu, par exemple. Ah ouais. Ah ouais, moi, l'abricot, on a le Tu vois côté, mais c'est explosif. Hein. Et sachant qu'il n'y a vraiment aucun arôme Il n'y artificiel, a pas d'accord. aucun colorant, pas de conservateur. C'est vraiment, bêtement, mais du fruit, de l'alcool, de l'eau, du sucre. Et terminé. Et beaucoup d'amour aussi, il faut pas Non, oublier mais ça. oui, beaucoup de travail aussi. Oui, c'est vrai. Du savoir-faire. Et la dernière, donc celle-ci, on va être dans l'esprit du limoncello. Le but, c'était vraiment de créer un citron qui a vraiment le peps du citron. Donc, vous verrez au nez, de toute façon, on le sent, donc beaucoup plus acidulé. Waouh. Merci. Ah, on aura notre dose de vitamines. Là. Ah, l'odeur est étonnante. Ouais, et l'odeur est étonnante. Donc, sauge. Ouais, du citron, du coin, de la sauge Ah oui, et de la vanille. Ah, de mettre le coin avec le citron, ça, c'est dingue. Bah, ça vient vraiment, c'est ça qui vient arrondir finalement l'astringence du citron qu'on a d'habitude et en fait qu'on vient un peu masquer avec le sucre. Mais oui. C'est les coulisses. On adore. Moi, préférence, honnêtement, pour l'amande. Donc abricot. Abricot, pardon. Ouais. Bon, tout est très bon, hein. Mais c'est vrai que je suis partie loin avec l'abricot. Ouais. Et vous, les filles? Choix difficile. Je dirais, l'abricot est très bon, très très bon. Celui-là, au niveau de l'équilibre, c'est un travail qui est très pointilleux. Très, très pointilleux. Parce qu'on arrive à avoir le côté, le citron qui est vraiment adouci. C'est... Ça, on va être sur René. Ouais. Donc le citron, c'est René. Toi, tu veux René. Ouais. Marie-Louise, tu veux René, toi? Ouais, je vais René. D'accord. Moi, du coup, je veux... Bernard. Moi, je veux Bernard. Moi, j'aime beaucoup le fruit rouge. Donc Thérèse. Ouais, Thérèse. Ben, Ouais. moi, j'aime- Nathalie, tu vas trancher. moi, j'aime bien la famille entière. Non, en fait, c'est l'avantage, c'est de pouvoir se dire qu'on peut vraiment, C'est génial. en fonction de nos moments, que ce soit l'apéritif, que ce soit le digestif, que ce soit l'été, l'hiver, en fait, de se dire, avec un moment, j'ai envie de me dire, je vais en prendre une ou une autre, et pas qu'on dise, en fait, moi, j'aime que la framboise. Non, en fait, la framboise, on va, par exemple, nous, on l'associe pas mal au moment des fêtes, mais à la fois, l'été en spritz, on est hyper contente de l'avoir aussi. Oui, non, il y a plein de possibilités. Donc, J'adore. Merci voilà. beaucoup, merci beaucoup. Alors, première partie finie. Deuxième partie, je prends le lead et je vais vous poser plein de petites questions et vous allez répondre chacune. Alors, déjà, première question, avec qui aimeriez-vous partager un dîner vivant, disparu, fictif, réel? Parce que l'idée, c'est de faire une immense tablée avec tous mes invités et tous leurs invités qu'ils ont envie d'inviter et c'est moi qui fais à manger. Voilà, c'est le petit délire.
Donc dites-moi, des gens, pas forcément dans la gastro, hein, ça peut être vraiment n'importe qui. Moi, j'ai déjà une idée. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire revivre mon arrière-grand-mère et pouvoir partager ça Et avec moi, elle. je cuisine pour Thérèse. Voilà, exactement. Et en fait, justement, vu qu'elle avait cette passion-là, finalement, des moments conviviaux, et enfin, ce qu'on a toujours Toi, entendu. tu l'as rencontrée ? Jamais. Ah non, jamais. Elle a quel âge ? Non, elle aurait Elle eu est morte. quel âge ? Oui, non, mais je sais bien, mais elle aurait eu quel âge là ? Euh, Parce que arrière-grand-mère, moi j'ai connu Non. mes arrière-grand-mères, donc par rapport aux générations. Après, je les ai pas connues longtemps, mais je sais même pas en quelle année elle est née. ouais. Mais début 20e. Ouais. Oui, mais Ouais. pour le coup, ouais, non. Et du coup, c'est côté papa ou maman ? Maman. Ok, d'accord, très bien. Donc Thérèse, très bien. Nathalie ? Ou si les autres vous avez des idées, je sais que c'est une question complexe. Je reste un peu dans son idée, mon grand-père, Qui s'appelait Louis. s'appelle Louis. Louis, que j'ai connu mais pas longtemps, pour lui montrer ce qui est devenu l'exploitation et pour me replonger dans mon enfance. Très bien, je prends. Marie-Louise ? Alors, moi, je dirais ma fille, Qui s'appelle ? Léa. Parce que c'est une... comment je peux dire ça ? C'est ma force. Ouais, c'est ma force, c'est mon énergie, c'est... ouais, je dirais ma fille. Qui a quel âge ? Elle a 19 ans. Elle va avoir 20 ans, là. Et c'est la nana qui supporte sa mère. Ah oui, je comprends. Moi, je suis un peu dans la même situation et on pense très fort à nos filles. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Hein. Ouais, si je pouvais passer un moment avec elle, ça serait top. Ok, avec grand plaisir d'orchestrer tout ça. Et toi, Eva ? Alors, rien à voir. Rien à voir. La première personne qui m'est venue en tête, c'est Gisèle Halimi. Oui, moi, je suis Voilà, d'accord. j'adorais échanger, avoir pu échanger avec elle, parce que je trouve qu'elle a fait avancer beaucoup de choses sur le combat féministe et je trouve ça hyper intéressant. Très bien, je prends, parfait. Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans votre réfrigérateur, mesdames ? Moi, une bouteille de champagne. Question toute bête, on met au frais ? On peut soit les mettre au frais, soit les garder D'accord. à... Glaçons ? Ouais, oui, en fait, ça vient allonger un peu, mais du coup, moi, dans mon frigo, il y C'est a ça. tous les liqueurs. J'étais sûre. On est toujours prête à déguster. Nathalie ? Mes huiles. Ouais, Les ouais. armoires. C'est pas vraiment Tu original. les mets au frais ? Je les mets au frais, oui, parce qu'il y en a beaucoup où il y a de l'oméga 3, elles sont pas du tout, il n'y a pas de conservateur et il vaut mieux les préserver Ah au bah frais. tu vois, moi je les mets pas au frais. Alors, tes j'ai huiles. plein de petits j'alterne tous les jours en fait. Voilà, je varie les plaisirs selon ce que je veux. Et puis ça me permet aussi J'avais d'étayer. goûté aussi ton huile de coriandre. Ouais, la coriandre. Tu m'avais envoyé les petits pots d'huile de coriandre. Ouais. Canon. C'est la dernière, l'avant-dernière, c'est le chia. Et on a eu une récompense au niveau de la cosmétique. Ouais. Top. Eva ? Du beurre salé au sel de Guérande. J'adore. Très bien. Alors vous partez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous emmenez ? Tu Quelque veux chose dire d'un dont point de vous ne vue pouvez pas vous passer. culinaire Ah oui, ou- culinaire. Oui, là on n'est pas... voilà. Oui, culinaire. Alors moi, c'est tomate, huile d'olive. D'accord. Très bien. Tomate, huile d'olive. Alors, je dirais une bouteille de pomme roll. Je suis pas étonnée. Très bien. Pomerol, parce que donc, tu as habité à Non, côté. parce que j'adore le merlot. D'accord. Et dans les vins de Pomerol, c'est 90% de merlot. Donc, beaucoup de rondeur et beaucoup de douceur. Donc, oui. T'oublies pas le tire-bouchon, s'il te plaît. Ah bah non, Ah. j'en ai toujours dans mon sac. Nathalie ou Charlotte ? Le foie gras du sud-ouest et les tomates de Marmande. Pour l'équilibre alimentaire, bien sûr. Oh, ça fait un beau repas sur une île déserte, ça. Moi, je pense que je prendrais de quoi faire ce repas, c'est-à-dire une énorme cocotte pour pouvoir continuer de cuisiner, même là-bas. Très bien, c'est très bien. Le plat que vous prenez systématiquement dans une brasserie. Moi, je peux répondre pour Victoire et même pour moi. Victoire, ça va être le tartare. Ouais. Et moi, je vais être sur l'andouillette. Très bien, l'andouillette. Super. Moi, je suis plutôt poisson. Mhm. Ça sera plutôt du poisson. J'ai pas une idée parce que je vais pas tous les deux mater au restaurant. Donc, Mais brasserie. Poisson blanc. Oui, plutôt poisson blanc. J'aime bien le dodo cabillaud, simple, sauce simple. Voilà. Avec des petits légumes. Oui. Huile. C'est ça, parce que c'est très dur à cuisiner à la maison le poisson. Donc, je profite toujours du restaurant pour prendre un poisson. C'est le but du restaurant Voilà. en général. Ouais, moi, le poisson, d'eau de cabillaud, beurre blanc. Mhm.
Petits légumes. Très bien. La seule meunière. Ah, voilà. On y arrive, cette seule manière. Très bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis une ancienne prof de lettres. Donc, je vais vous lire un extrait et après, je vous poserai une petite question un petit peu personnelle. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Monsieur Proust, évidemment. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de retraduire finalement dans nos liqueurs. Parce que la framboise vient vraiment nous rappeler, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais la mousse de confiture que je venais piquer dans la cuisine quand ma grand-mère faisait finalement ces confitures. Le citron va être plutôt associé à Victoire, parce qu'en fait la tarte au citron meringuée c'est un de ses desserts préférés. Et pour le coup l'abricot c'était vraiment le fruit préféré de Bernard, donc qui est sur la bouteille. Super, très joli. Nathalie ? Alors, c'est particulier puisque l'huile de noisette, c'est notre histoire commune avec mon père puisqu'on a laissé ensemble. C'est le démarrage, c'est là où tout a commencé. Et l'huile d'amande de pruneau, c'est vraiment la création de mon père et qui a disparu il y a 3 ans. Donc, Qui s'appelle ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Quand je t'entends lire ce texte, ça me parle puisqu'en fait, chaque instant que je passe me rappelle mon histoire, me rappelle... la création par mon père, et en fait on est des relayeurs. Je suis le relayeur de ce qu'il a créé. Des donc, passeurs d'histoire. c'est ça. Joli. Donc ce texte, il me parle vraiment. Donc on embrasse Jean-Pierre Delahaut. C'est ça. Marie-Louise. Alors, moi, quand tu lis cette histoire, hein, ça me rappelle Patrick Carteron, qui est un passeur, qui m'a tenu la main, qui me tient toujours la main, un vigneron dans le Bordelais qu'on appelle le dieu du vin. Carrément. Ouais. Ouais, Patrick, ouais. Je dirais que il transmet. Pour moi, je pense que je suis dans la continuité de ce qu'il a commencé à me transmettre. Je dirais ça. Il a quel âge, ce Patrick ? Patrick a aujourd'hui une soixantaine d'années. Il a pris sa retraite. Ses enfants ont repris le vignoble, donc le Château Penin. Il est à Génissac et aussi à Saint-Émilion-Grand-Creux, donc Fleur Penin. Et vraiment, je rends hommage à ce monsieur-là parce qu'il fait énormément pour les vignerons à Bordeaux et pour tous les jeunes qui ont la chance ou l'audace de rentrer dans le monde du vin. Merci. Merci à toi. Eva ? Alors moi, ce texte me fait penser à mon grand-père, Louis. Ah, merci, je veux les prénoms. Qui, le dimanche matin, pouvait passer 2 heures près de la cuisinière à nous préparer du riz au lait. Et en fait, le riz au lait, il faut rester à côté. Et il s'asseyait à côté de la cuisinière pour tout touiller, le remuer. Et voilà, ça, c'est un souvenir extraordinaire pour moi. Qu'est-ce que pour vous cuisiner ? Une passion. Tu cuisines ? J'adore. Ouais. À chaque fois que je cuisine, c'est un côté, je trouve, très méditatif. Et puis, c'est aussi une manière de voyager en fonction de ce que tu cuisines. Et ça, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Tu as répondu passion en 2 secondes. Hein. Donc, ça se sent. Ouais. Marie-Louise ? Moi, la cuisine, c'est un moment de partage. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, quand j'ai un peu de temps, je prends vraiment plaisir à le faire avec ma fille. Et c'est vraiment un moment de communion. Plus salé ou sucré ? Moi, je suis plus salée. Nathalie ? C'est aussi du partage quand je le fais avec mes enfants, mais c'est aussi du partage, c'est aussi donner de l'amour à ceux qui reçoivent. C'est qu'on cuisine pas souvent pour soi, on cuisine pour partager, pour transmettre à quelqu'un. Et de voir, quand on nous dit c'est pas bon, c'est un peu le désespoir parce qu'on le fait aussi pour les autres et on met de nous un peu dans la cuisine, en plus des ingrédients. Donc c'est aussi tout ça qui est important. Merci Nathalie. Moi, j'ai 3 mots qui viennent dans la tête. Bon, je vais me répéter un peu, mais il y a effectivement le partage, la transmission et les souvenirs. Parce qu'en fait, il y a la cuisine qu'on fait et qu'on va transmettre, mais il y a aussi celle qu'on nous a transmise et tous les petits souvenirs qui vont avec. Enfin, on parlait de Madeleine de Proust juste avant, mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, j'adorais me balader dans la cuisine, quoi. Merci. Quelle est votre définition de la passion ? Ce sera ma dernière question.
Alors moi, c'est vraiment faire les choses avec enthousiasme. C'est donner tout ce qu'on a à donner et en ressentir de la joie. Moi, je dirais, c'est être à l'unisson, c'est le vibrato, c'est ce qu'on a au plus profond de nous, et c'est quelque part vivre de sa passion, c'est sans retenue. On se pose pas de questions, on y va parce qu'on sait que c'est la justesse. Très jolie, la justesse. Moi, la passion, je pense qu'il y a un côté... c'est à la fois de l'amour, c'est à la fois on calcule pas trop... Enfin, j'entendais dire ce matin que tu vivais... Finalement, t'avais jamais l'impression de travailler parce que tous les jours, ça changeait, et je pense que c'est un peu ça. C'est de se réveiller le matin et de se dire, en fait, j'adore ce que je fais, quoi. Ouais, une sorte de vraie liberté, en fait. Oui. Marie-Louise, on va terminer avec toi. Mon métier, je le vis tellement... Il y a des gens qui ont l'impression que je travaille, mais c'est viscéral, c'est profond, c'est ancré. C'est ancré, c'est au fond de nous. Quand on est passionné par son métier, on n'a même pas l'impression qu'on travaille. Moi, je me lève à 6 heures du matin, je dors à 2 heures du matin. Non, parfois, tu fais des dossiers Ulule jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin, je suis là. Je vais voir mes vignerons à des kilomètres. Je suis dans les vignes. Oui, la passion, c'est viscéral. En fait, je sais que je vous challenge parce que la majeure partie des gens, souvent 99% ceux qui sont là sont passionnés. Et en fait, c'est tellement ancré en vous qu'on a du mal à mettre des mots dessus. Oui, mais ça m'intéresse de voir aussi... Voilà, en fait, c'est assez évident. Oui, c'est évident, c'est aussi, c'est aussi de mettre en relief justement le non-dit, l'invisible. J'aime bien quand tu dis liberté parce qu'en fait, on s'enlève les barrières. C'est qu'on n'a aucune barrière, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est aussi le danger aussi pour nos C'est le entourages. revers de la médaille. C'est le revers de la C'est un médaille, petit peu ça. l'hyperactivité aussi qui C'est fait ça. qu'on a envie de tout prendre, de tout vivre, de tout donner. Donc, merci, je vais être obligée de conclure. Passion sans modération, c'est avant tout une histoire de liens, des liens entre les gens, entre les idées, entre les savoir-faire. Quand transmission rime avec émotion, alors la vie est nourrie à toutes les vibrations. Et ce matin, je me suis régalée avec votre belle énergie collective. Merci beaucoup, Eva. Merci. Merci, Nathalie. Merci Virginie. Merci, Marie-Louise. Merci Virginie. Et merci, Charlotte. Merci Virginie. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.